Eh bien, bonsoir et merci à vous d'être là. Merci aux organisatrices. Et j'anime souvent des conférences, mais ça reste chaque fois un moment privilégié de mesurer que les gens font confiance et se déplacent le soir. Merci beaucoup de cette confiance. Dans cette conférence, j'aborde différents sujets que je traite par ailleurs dans d'autres conférences. J'espère que si vous la réécoutez, vous réécoutez des morceaux, vous pouvez les entendre à un autre endroit de vous-même. Et si vous perdez le fil, la conférence se résume à ceci. Il n'y a pas de fatalité. Notre capacité à nous transformer et à transformer le monde est aussi puissante qu'ignorée. Il suffit de réapprendre. Alors, réenchanter le monde. Est-ce que ça voudrait dire qu'il a été enchanté ? Il semble que beaucoup d'entre nous portent cette nostalgie de l'enchantement, cette nostalgie de la plénitude et cette sensation diffuse, confuse, d'être comme en exil. En tout cas, je peux vous assurer que c'est une des raisons motrices qui m'a amené en thérapie, l'impression que quelque chose de mieux avait été vécu quelque part, je ne sais pas comment, et que je voulais retrouver ça. Et il semble bien que beaucoup d'entre nous aujourd'hui soient partagés entre cette nostalgie de la plénitude, ce goût d'un ailleurs ou d'un autrement, et en même temps le constat sévère que les promesses faites par la science et la raison n'ont pas été tenues. Le monde de confort et de sécurité pour tous se révèle, selon l'expression de Pierre Rabhi, une sérieuse déconvenue, quand nous n'avons pas l'impression d'avoir été pris en embuscade, nous-mêmes étant à la fois piégés et fomentateurs. Alors, je vous propose de voir que nous n'avons pas atteint l'enchantement promis. Nos rapports humains sont fondés sur l'habitude des rapports de force. C'est une habitude, ce n'est pas la seule façon de vivre. Nos tensions et nos conflits se vivent dans la vieille technique qui prévalait déjà à l'époque de Cro-Magnon, le coup de gourdin ou le repli dans la grotte. Même au sein du couple, agression, affirmation, prétention à avoir raison, ou repli dans la caverne silencieuse. Nous n'avons guère évolué. Nos rapports sont plutôt des rapports de méfiance, contraction, plutôt que des rapports de confiance, expansion. Depuis l'enfance, attention, ne cours pas trop vite, tu vas tomber, donne la belle main, plutôt que vas-y, fais confiance. Et nous avons vraisemblablement surdimensionné une sorte de jeu vengeur face à un tu hostile, en oubliant complètement la douceur et l'unité du nous. Alors, encore une trentaine de secondes tragiques, ce sera les seuls de la conférence, rassurez-vous, pour vous dire que devant 4 éléments que je résume, devant l'écroulement du mythe de la croissance économique exponentielle, devant l'écroulement de l'idée que l'on puisse puiser de façon illimitée dans des ressources par nature limitées, et devant la fracture économique de plus en plus grande entre ceux qui ont de plus en plus et ceux qui ont de moins en moins, avec à la clé non seulement l'injustice, mais le risque que ceux qui n'ont plus rien à gagner dans cette course n'ont aussi plus rien à perdre et commencent à le faire très crûment chez nous sentir. Et enfin, devant le risque d'effondrements écologiques qui se manifestent à différents endroits du monde, devant ces enjeux-là, pour les résumer à ceux-là, nous sommes heureusement de plus en plus nombreux à réaliser que nous n'allons pas changer par miracle notre rapport à l'extérieur sans transformer notre rapport à l'intérieur. Nous n'allons pas par miracle respecter la vie et l'humain là, sans avoir appris à respecter l'humain et la vie ici. Et nous n'allons pas par miracle respecter la nature là devant, sans avoir appris à connaître et respecter la nature intime là dedans. Et ce travail de connaissance de soi, de connaissance de l'humain, d'accueil, de respect inconditionnel de la vie là-dedans, il n'est pas encore dans les programmes scolaires. Il n'est même pas encore dans les programmes universitaires. Il n'est que dans les cheminements individuels de ceux qui se disent bien, au-delà de cette agitation, quelque chose d'une autre nature existe et je veux le découvrir. Je veux comprendre par où
s'enchante. Et donc, certainement qu'il y a parmi nous ce soir beaucoup de personnes qui font partie de ce mouvement des chercheurs de sens. Des chercheurs de sens, il y en a toujours eu, je pense. Souvent en s'affiliant à un mode de pensée, à une habitude, à une appartenance, une religion, une philosophie, parfois un parti politique. Ce qui me semble très nouveau aujourd'hui, c'est que de plus en plus d'êtres humains cherchent un sens personnel, vibrant et vivant à leur existence. Quelque chose qui leur parle et les fasse tressaillir de tout leur être en disant « Ah oui, c'est ça que je veux vivre, ça fait sens ». Pas un copier-coller, pas une référence à quelque chose que quelqu'un d'autre a dit, mais qu'on ne sent pas juste de tout notre être, quelque chose que nous voudrions sentir tout à fait vibrant. Il me semble que ça, c'est nouveau. Cette quête de sens à une si large échelle aujourd'hui. Alors c'est peut-être soulageant de se dire qu'au fond, nous avons construit un monde qui correspond à notre système de pensée. Et que si nous changeons de système de pensée, on peut construire un autre monde. Et je voudrais très rapidement, pour camper ça, vous citer 3 grands chercheurs qui ont apporté un regard tout à fait neuf sur le monde. Et je ne veux certainement pas les réduire à ce message-là, mais simplement montrer comment une façon de regarder le monde a apporté une façon de le vivre, de le construire. Et c'est intéressant de voir combien notre façon d'être au monde aujourd'hui et de vivre nos rapports à la vie, au vivant, à l'humain, à la nature, sont formatés par une compréhension du monde qui a entre 150 et 350 ans. Rappelez-vous Newton, et à son époque, la théorie mécaniciste, la grande horloge. L'univers est une grande horloge, peut-être y a-t-il un horloger, mais sans doute a-t-il tourné le dos à son œuvre. En tout cas, les petits rouages ne se parlent pas entre eux, pas d'interconnexion, et cette grande chose qui tourne n'a pas de finalité. On ne sait pas trop où ça va. Regardez le monde que nous avons construit. Des petits rouages qui tournent mais sans se parler entre eux, avec un grand bazar qui fonctionne vaguement carin-cara, mais on ne sait pas trop où ça va. N'avons-nous pas reproduit notre façon de comprendre le monde? Descartes, et avec lui l'idée que l'esprit est distinct de la matière et que le tout est l'équivalent de la somme des parties, que la somme des parties explique le tout. Pas de perception du subtil, de l'invisible, de l'impalpable. La science s'arrête à ce qu'on peut quantifier et mesurer. Pas de propriété émergente. Si on coupe une truite en petits morceaux, qu'on remet les petits morceaux ensemble, on obtient une truite. On sent bien que ça n'aborde qu'un aspect et qu'il y a du subtil qui permet la vie, l'appartenance, la reproduction, la pollinisation. Alors, c'est intéressant de se dire qu'effectivement, notre science s'est arrêtée très longtemps à ce qui est visible, sans part à la complexité et à l'impalpable. Et enfin Darwin, et avec lui la théorie de l'évolution, et ce qu'on en a retenu surtout, c'est que la petite loi de tout ça, c'est manger ou être mangé. Je ne vous fais pas un dessin, on a fait un monde qui reproduit absolument la même chose. L'esprit est séparé de la matière, et la petite loi, c'est la compétition et l'agression. On a oublié la partie de Darwin dans laquelle il s'est intéressé à l'empathie chez les animaux, à la solidarité, au travail de groupe, à l'esprit de corps, à l'esprit de groupe. À l'époque, donc, pas d'empathie dans la nature, et n'avons-nous pas reproduit un monde dans lequel l'empathie est sans doute une des dernières choses qui se pratiquent. Si nous voulons donc un autre monde, bonne nouvelle, nous avons besoin de penser autrement. Rappelez-vous Václavic, pionnier de l'analyse des systèmes, qui a élargi la réflexion psychologique au-delà de l'individu dans une relation, mais dans un écosystème relationnel. Et Václavic dit ceci: si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Ça paraît d'une évidence élémentaire quand on entend ça comme ça. Mais ça veut dire quelque chose de puissant. Ça veut dire que si je veux obtenir autre chose, je dois faire autrement. Ah oui, ça reste élémentaire. Oui, mais comment vais-je faire autrement si je pense pareil? C'est juste impossible. Si je pense de la même façon, je vais faire de la même façon et obtenir de la même façon. Donc inévitablement, si je veux obtenir autre chose dans ma relation à moi-même, dans la relation à mon conjoint, à mon adolescent, à mon entreprise, à mon équipe de travail, ou au monde, aux biens, aux services, aux ressources, à la nature, inévitablement, si je veux obtenir autre chose, je dois faire autrement et pour ça, penser autrement. Et penser autrement, ça suppose que je m'assois régulièrement dans ce que j'appelle la chaise de l'intériorité transformante.
l'espace où je peux développer une capacité de ressourcement. La notion d'intériorité a été assez largement évacuée de nos sociétés parce que je pense qu'elle a été très strictement associée à la pratique d'une religion. Or, beaucoup d'entre nous n'ont pas plus trouvé les réponses que nous cherchions dans les religions et beaucoup d'entre nous avons évacué avec la pratique religieuse la pratique de la vie intérieure, évacuant le bébé avec l'eau du bain. Si je pense que l'on peut vivre une vie très profonde et très généreuse sans religion, je ne pense pas qu'on puisse vivre une vie profonde et généreuse sans vie intérieure. Et je ne décris pas du tout les personnes qui trouvent du soutien dans la religion. Il y en a beaucoup et c'est heureux qu'ils trouvent ce qui les rend heureux et généreux d'eux-mêmes. Mais donc l'intériorité est peu connue. Et inversement, on peut voir effectivement des signes tragiquement nombreux de personnes qui suivent une religion à la lettre sans aucune vie intérieure. Alors c'est peut-être juste intéressant de se dire c'est quoi l'intériorité. Il y a sans doute autant de définitions de cette notion qu'il y a d'êtres humains qui se préoccupent de ça. Je vous propose ceci. Il me semble qu'il y a 3 aspects à l'intériorité. Bien sûr, c'est la capacité à développer un espace intérieur dans sa vie intime, avec soi-même. Et le premier bénéfice, c'est de regarder ce que j'ai regardé autrement que comment je l'ai vu. Ce que j'ai vu n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est ce que moi j'ai vu avec mes lunettes à moi. C'est 1 degré de la circonférence de l'autre ou de la circonstance. Est-ce que j'ai regardé avec le cœur? Rappelez-vous Saint-Exupéry. Deuxième bénéfice de l'intériorité, c'est pouvoir remettre en question ma position. Je ne suis pas le seul individu doué d'une intelligence, d'une sensibilité et d'une échelle de valeur. L'individu en face de moi est équipé de la même chose. Est-ce que je suis disponible pour me laisser remettre en question par la posture de l'autre? Ou est-ce que dès qu'elle est différente de la mienne, ça m'agace? Et je le pilonne avec mon argumentation pour avoir raison, quitte à ce que l'autre se soumette en disant « bon, ça va, t'as raison », non qu'il se raccorde à ma position, mais qu'il achète la paix. C'est ce genre de simagrée que nous voulons comme relations humaines. Ne sommes-nous pas fatigués de ce blabla, de cette périphérie, de ce cosmétique? N'avons-nous pas absolument faim de relations profondes, authentiques, quitte à ce qu'elle soit décapante? Remettre en question ma position, deuxième bénéfice de l'intériorité. Et troisième bénéfice, et non des moindres, c'est cette capacité dont nous parlent systématiquement toutes les traditions. Cette capacité à ralentir, à nous asseoir, à faire silence et à laisser doucement le seau du discernement descendre dans le puits de la connaissance infinie, en sorte de pouvoir ramener à nous ce qui va nous nourrir, nous réveiller, nous enchanter et nous permettre de donner le meilleur de nous au service de tous. Pratiquement toutes les traditions nous parlent de puiser dans une ressource intérieure, quels que soient les mots qu'ils emploient. Qu'avons-nous fait de ce message-là? Qui prend du temps d'écoute intérieure? Qui a appris à ralentir et à s'asseoir et à faire silence et à laisser le discernement s'ancrer? Nous avons simplement perdu ces habitudes qui cependant étaient encore fréquentes jusqu'à pas si longtemps. Dans la plupart des religions, il y a un moment d'arrêt dans la journée. Dans beaucoup de communautés spirituelles, il y a des moments de rappel. Une cloche sonne, un bruit se fait, on s'arrête. Et on vérifie qu'on est sur son axe, qu'on n'est pas parti désaxé. Alors voilà 3 bénéfices de l'intériorité qui peuvent peut-être nous permettre de voir, non pas comme étant menaçantes ou statiques, comme celle du moine sur sa colline ou le priant devant son icône. C'est pas statique, l'intériorité, c'est un creuset de transformation. C'est le creuset de l'alchimiste où l'on transforme le plomb de notre souffrance et de notre dispersion en l'or de notre paix intérieure et de notre unité. Et dans le creuset, on pilonne, on émiette, on ébouillante, on évapore. C'est un processus qui a un bénéfice, évidemment. Mais personne n'a dit que c'était tout confort. Et c'est peut-être pour cette raison-là que pas beaucoup de gens s'y aventurent.
Alors, deuxième petit chapitre après cette introduction, que voulons-nous vivre? Quel serait l'enchantement, puisque c'est le thème d'aujourd'hui? Au fond, pourquoi vous levez-vous le matin? Vous vous levez le matin pour faire du café? Pour prendre le tram? Le métro? Le RER? Pour arriver à votre réunion? Pour gagner de l'argent? Non, 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 non. Ça, c'est de la logistique, c'est de l'intendance. Tout ça, c'est ce qui va permettre autre chose. Vous vous levez le matin parce que vous avez besoin de trouver du sens à votre vie. Vous avez besoin de prendre soin des vôtres. Vous avez besoin de vous assurer un certain confort, une certaine sécurité. Et pourquoi pas, à l'occasion, un peu de liberté, de voyage, d'exploration, de nouveauté. Vous vous levez le matin parce que ça a du sens pour vous. Vous préférez ça à rester sous la couette. Est-ce que vous êtes branché dès le matin sur ce qui fait sens pour vous, sur ce qui va vous enchanter, même si, et bien sûr, que vous n'êtes pas tous en train de faire la chose qui vous enchante le plus en soi, le boulot, le métier que vous faites pour assurer cette sécurité, peut-être ce confort, n'est peut-être pas celui qui vous exalte plus. Et j'en parle avec d'autant plus d'amitié que je me suis retrouvé dans un métier de juriste qui, bien qu'il puisse être plaisant pour beaucoup de gens, moi, m'ennuyait considérablement. Et il m'a fallu du temps pour réaliser que je m'y ennuyais, qu'il était temps de cesser de s'ennuyer pour apporter davantage de joie à ce monde et entrer dans un processus d'intériorité transformante. Donc j'ai de la compassion pour les personnes qui sont en difficulté dans leur métier et en même temps confiance que si nous apprenons à discerner, nous allons trouver notre axe. Et c'est bien le propos de ma conférence de ce soir. Je vous propose donc de fréquenter, si vous le voulez bien, un petit moment les valeurs qui vous enchantent quand elles sont là. Les besoins, dirait-on en communication non violente. Amour, tendresse, douceur, partage, empathie. Qu'est-ce qui fait la nature, l'essence des moments d'enchantement? Et si vous n'avez du mal à trouver ça, mais qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? Prendre soin, contribuer, être responsable, exercer votre rôle dans la société. Il y a des valeurs derrière ça. Et je vous propose un moment, une petite minute, de fréquenter et d'identifier au moins 3-4 valeurs qui vous apportent de l'enchantement quand elles sont là. Et puis, je vous propose de vérifier intérieurement votre climat. Lorsque vous fréquentez ces 3, 4, 5 valeurs qui vous tiennent à cœur, quel climat se dégage intérieurement pour vous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose se passe? C'est agréable ou désagréable? Êtes-vous plutôt en ouverture ou fermeture? Est-ce que le climat est plutôt confiance ou méfiance? Expansion, contraction? Votre corps ne ment pas, vérifiez. Que dit votre corps? Personnellement, si je fais l'exercice avec vous, il me vient aujourd'hui, et dans ce sens-ci, ça pourrait être dans l'autre sens une autre fois, que les valeurs qui m'apportent de l'enchantement, c'est la bonté, la vérité, la beauté, la fantaisie et la simplicité. J'aime profondément vivre des moments qui sont imprégnés de ça. Et quand je fréquente là avec vous ces valeurs dans mon cœur, il y a tout mon être qui fait. C'est par là qu'on va. Et on y va tout entier. Il n'y a pas une partie de mes cellules qui dit « Attends, pas du tout, on va par ici ». Il y a unité profonde de mon être sur les valeurs auxquelles je tiens. Et ce dont j'aimerais vous témoigner, c'est qu'à partir du moment où je fais cet exercice régulièrement, plusieurs fois par jour, eh bien, il s'en imbibe quelque chose dans ma façon d'être. Et quand la conversation est peut-être un peu plus tendue que ce qu'on rêverait avec mes adolescentes, je me rappelle que ce que je veux vivre, c'est beauté, bonté, franchise, simplicité et fantaisie. Et le ton s'en ressent. Ces valeurs ne sont pas des idées sympathiques et inatteignables. C'est quelque chose que je veux vivre et dont je veux témoigner par mon comportement. Mais comme vous l'aurez perçu, ça demande une fréquentation régulière pour que quand tout d'un coup la tension s'instaure, et vérifiez vous-même, quand vous êtes en difficulté avec votre adolescent, votre conjoint, votre voisin, votre collègue de travail, est-ce que vous vous rappelez les valeurs qui vous tiennent à cœur? Est-ce qu'elles sont présentes ou est-ce que vous avez perdu conscience un moment? Qu'est-ce que ça fait de fréquenter ces valeurs? Juste 2-3 réactions. Il y a des personnes qui ont trouvé un bénéfice au fait de se remémorer là les valeurs qui vous tiennent à cœur.
la sérénité, l'humour, la joie, la disponibilité, la cohésion. Et vous voyez, ça ne coûte rien et ça peut rapporter gros. Maintenant, je voudrais vous proposer, après avoir à l'intérieur écouté ces valeurs, de les partager tout simplement avec votre voisin ou votre voisine. Et à l'instant que je vous dis ça, vérifiez votre état intérieur. Ouverture, chouette, c'est intéressant, on va parler avec le voisin. Ou contraction, au secours, qu'est-ce qu'il nous fait faire? On était venu pour digérer, tranquille, et il nous fait parler avec le voisin. Mais il est plus québécois que le Québécois d'avant. Ça se pratique aussi en Belgique. Alors, je vous propose effectivement juste de vous amuser à voir quelle était la première réaction quand je vous dis parler avec le voisin, parce que ce voisin est peut-être quelqu'un de parfaitement inconnu, mais on ne s'est même pas dit bonsoir. Qu'est-ce qu'il nous fait faire là? Mais pire encore, ce voisin est peut-être votre petit ami ou votre petite amie. Et vous êtes tout d'un coup invité à parler de l'essence de la vie avec cet être-là. Alors, allez-y, échangez 2 minutes, si vous voulez bien, sur les valeurs qui vous tiennent à cœur et qui vous enchantent. 2 minutes. Avec votre voisin, votre voisine, ne restez pas seul. Mettez-vous par 2 ou par 3. Permettez-moi de vous proposer un premier bénéfice à cet exercice. Depuis les années que je l'anime avec des salles petites ou grandes, je n'ai jamais vu que lorsque j'indique fin des 2 minutes, vous pouvez clôturer votre échange, je n'ai jamais vu que les duos ou les trios s'arrêtent aussitôt en disant « Ouf, c'est terminé ce supplice de devoir parler avec un inconnu, ou pire encore, avec mon conjoint. » Parce qu'on ne s'était jamais parlé de ça avant. Je pense que nous sommes heureux d'aller au bout de notre phrase, nous sommes heureux de laisser l'autre aller au bout de la sienne, et que nous sommes heureux de ce moment de connexion dans les sens. Voici ce qui m'enchante, et toi, qu'est-ce qui t'enchante? Et on s'enchante ensemble. Nous sommes fatigués du blabla comme du bling-bling. Nous avons absolument besoin de ramener dans nos conversations des choses essentielles, des choses profondes, puisque ça suscite notre joie et notre enchantement. Deuxième bénéfice de l'exercice, je vous propose de vérifier intérieurement, est-ce qu'un climat se dégage de ce petit moment d'échange? Comment vous sentez-vous quand vous êtes entendu nommer à cette personne proche ou pas proche, ou même inconnue, les valeurs qui vous tiennent à cœur et qui vous apportent de l'enchantement? Et comment vous êtes-vous senti quand vous avez entendu l'autre partager les siennes? Qu'est-ce que ça fait? Une vibration? De lien, de la joie? De la légèreté? De la pétillance, Karim. Ça réveille. Oui. La connexion. Ça change. Ça chante. Merci. De l'émotion. Voyez de nouveau quel trésor de l'émotion, de la légèreté, ça chante, c'est pétillant. Est-ce que nous n'allons pas souvent chercher ça dans des choses bien chères et bien compliquées, alors que nous les avons sous la main? Et qu'il suffirait que notre tablé soit comme ça, nos voyages en tram ou en métro ou en RER, nos moments de salle d'attente dans les aéroports ou dans les gares, il suffirait qu'on s'enchante. C'est pas compliqué. Je vous propose d'aller poursuivre un tout petit peu plus loin l'exercice, si vous le voulez bien, et de noter au tableau les besoins que vous avez identifiés comme étant les clés de l'enchantement. Les besoins ou les valeurs qui, lorsqu'ils sont nourris, lorsqu'ils sont vivants en vous, vous apportent de l'enchantement. La justice, la gaieté, l'amour, le respect, l'harmonie, le lien, la simplicité, la liberté, la beauté, la fête, contribuer, intégrité, confiance, la légèreté, la reconnaissance, le partage, l'émerveillement, la communion, l'enchantement, la créativité,
Ah oui, la gratitude, l'apaisement, merci. L'ouverture, la nature, la franchise, l'enthousiasme. Alors voilà, la douceur, on va terminer avec ça, parce que bien sûr, on pourrait en mettre plein. Hein. Vous l'aurez bien perçu, on pourrait remplir plusieurs tableaux avec nos besoins fondamentaux ou nos valeurs. Vous voyez que ces deux notions se croisent. Alors je voudrais simplement vous vérifier avec vous, qu'est-ce que ça vous fait là, pas là dans le cerveau gauche, là, qu'est-ce que ça vous fait de réaliser que nous avons pris 1 minute d'écoute intérieure et d'intériorité et 2 minutes d'échange avec le voisin ou la voisine. Et il se dégage de ça que ce qui est important pour nous, à nos petites communautés humaines, ce que nous aimerions vivre et ce qui nous enchante lorsqu'on le vit, eh bien, ce sont les besoins ou les valeurs de justice, de gaieté et d'amour, de respect, d'harmonie et de lien, de simplicité, de liberté et de beauté, de fête, de contribuer, d'intégrité, de confiance, de légèreté, de reconnaissance, les besoins ou les valeurs de partage, d'émerveillement, de communion et d'enchantement, les besoins ou valeurs de créativité, de gratitude, d'apaisement, d'ouverture, de nature, besoins ou valeurs de franchise, d'enthousiasme et de douceur. Qu'est-ce que ça fait de voir que cette petite lisse se dégage de quelques minutes de discernement et d'attention à ce qui fait l'essence de notre enchantement. Est-ce que ça suscite une réaction? Ça fait du bien? Ça repose? Ça booste? Ça touche? On a tous les mêmes besoins, manifestement. Ça semble universel. Il semble effectivement que ce soit difficile de dire qu'on ne se reconnaît pas là-dedans. Ça nous rassemble. Ça nous rassemble. Ça nous rassemble, pardon? La paix, ça suscite de la paix. De nouveau, vous voyez le bénéfice qu'il y a à simplement prendre un temps pour ralentir et pour s'asseoir et fréquenter l'essence de ce qu'on vit. C'est pas compliqué. Il ne faut pas être grand psy ni grand spi. Il suffit d'être un être humain avec une petite palette de mots qui ne sont pas du vocabulaire d'anthologie. Hein. On les lit dans les journaux, on les voit dans les magazines, enfin c'est du vocabulaire de la vie quotidienne. Nous avons là dégagé, mesdames et messieurs, le patrimoine commun de l'humanité. Trompette, s'il vous plaît. Je veux dire que nous ne cherchons pas autre chose qu'à vivre ça. Tout le reste est de l'intendance, de la logistique pour ça. On se lève le matin, oui, peut-être plutôt qu'on voudrait, certainement dans des transports en commun qu'on n'aime pas trop, c'est sûr. Mais c'est parce qu'au final, ce que nous voulons vivre, c'est ça. Si nous perdons le fil, voyez, la puissance du cerf-volant qu'on tente de suivre, alors on est le nez dans le sable. Et alors le quotidien devient quotidien, et il n'est que ce qu'il est, une répétition fastidieuse de toutes petites choses, sans fil. Nous avons besoin de garder le fil pour voir qu'au-delà d'un quotidien peut-être un peu, ou même souvent, pénible, nous cherchons à vivre ça, et que si c'est vraiment ça que nous cherchons, peut-être que d'autres stratégies pourraient être mises en place. Je n'ai pas par hasard dessiné ça en rouge. Je l'ai mis en rouge parce que nous avons dégagé les éléments, les filins du fil rouge de notre existence. Vous m'aurez peut-être déjà vu faire ce dessin dans d'autres conférences parce que systématiquement je l'y inclus pour les personnes qui, comme moi, sont visuelles et ont besoin d'autre chose que de belles paroles, mais de voir mais par où on commence, par où on va. Le fil rouge. Nous cherchons à vivre ces besoins, je pense, de tout notre être. Parfois sous des stratégies complètement maladroites, et ça vous le savez, que le gamin qui joue du cutter dans les transports en commun, son geste est sans doute maladroit et peu respectueux du bien commun, mais son besoin est un besoin de reconnaissance, d'appartenance et d'avoir du sens dans sa vie. Alors si on écoute le niveau du besoin, on comprend un peu mieux la dynamique et ça nous permet de mettre des choses utiles en place pour dire ton besoin de reconnaissance et de valorisation et d'avoir un impact sur la société est légitime. On va aller voir comment on peut faire ça de façon qui respecte le bien commun. C'était le genre de travail que nous faisions avec les jeunes de la rue à l'époque.
Nous cherchons donc à vivre ces besoins. Et si je les résume à l'extrême, là je vous partage à peu près 20 ans d'accompagnement des personnes accompagnées, à commencer par moi-même, évidemment dans les cycles et saisons de l'existence. Il me semble que chacun d'entre nous, au final, cherche à vivre un profond contentement de tout son être, dans la relation à soi, toutes les parties de soi, même qui sont un peu râpeuses là derrière. Dans la relation à l'autre, toutes les parties de l'autre, même celles qui sont un peu râpeuses là devant. Et dans la relation à l'univers, à la vie, à la grâce, au souffle, à l'esprit, à Dieu, vous appellerez cette troisième dimension comme vous voudrez. C'est sur ces trois axes que je pense que nous tentons de vivre un profond contentement de tout notre être, un état de paix intérieure de plus en plus profond, durable, transportable à travers les intempéries de l'existence, parce qu'intempéries il y a, et un état de paix intérieure qui se révèle par nature de plus en plus contagieux. Bien, par nature. C'est pas qu'il y a effort à faire pour être généreux de sa joie, c'est que la joie étant surabondante, on ne sait qu'en faire d'autre que de la partager. On est loin du je, me, moi, qui s'enroule dans son égoïsme. Mais ça a démarré par qui je suis, me, moi. Je veux trouver cette source de joie pour la répandre autour de moi. Ça n'est pas un enfermement. C'est la clé d'une ouverture. Si c'est ça que nous voulons vivre, un profond contentement de tout notre être, dans la relation à soi, à l'autre, à la vie, au souffle, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas ça que nous vivons? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans cet enchantement? Et je voudrais vous proposer ce regard-ci. Il semble que l'enfant en nous ait pu côtoyer, peut-être même chevaucher cet élan de vie dans un joyeux contentement de tout son être. Lorsque le bébé est dans son bain avec le petit canard jaune, il est à la fois eau et canard jaune. Lorsqu'il court dans les graminées derrière les papillons, il est graminé et papillon et courant d'air à la fois. Lorsqu'il fait des câlins avec papa-maman, il est câlin. Il n'y a pas je et tu, il y a nous. Un profond contentement de tout son être dans la relation à soi, à l'autre et à la vie. À ce petit enfant qui est dans la joie d'être là, complètement présent, des adultes bienveillants, souhaitant le mieux, auront dit des choses comme « Attends, on ne fait pas les choses parce qu'on est bien dedans et dans la joie de les déguster, de les savourer, d'être dans l'instant. On fait les choses parce qu'il est temps, parce qu'il est l'heure, parce que c'est par ici et pas du tout par là. Il faut faire comme ceci et pas comme ça. Il faut étudier beaucoup, il faut travailler beaucoup, il faut tenter de trouver un conjoint, faire des enfants, travailler, payer sa pension de retraite et ne pas oublier de téléphoner à belle-maman. Et mine de rien, ce petit être, sans rien y voir, s'écarte de son élan de vie, se conforme à la norme, se coule dans un moule et finit par prendre ce qu'il croit, vit, sa façon de conduire sa voiture, de payer son emprunt hypothécaire, de conduire ses enfants à l'école, d'organiser des vacances pour tout le monde. Il finit par prendre cette façon d'être au monde pour l'exercice de sa liberté, alors qu'il est pris dans des enfermements. Certains m'ont déjà entendu. Des enfermements, dans des automatismes de fonctionnement, dans des systèmes de pensée, dans des grilles de référence qui ne sont pas remises en question et qui fonctionnent comme ces cartons qu'on mettait dans les pianos autrefois, et le piano jouait tout seul. Il n'y a pas d'artiste, il y a un carton troué. Des existences de cartons troués. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Alors, je ne vais pas vous laisser sur ce dessin tragique, mais je tiens quand même à vous dire que dans cette tension que beaucoup d'entre nous ressentons, et certainement qu'il y en a beaucoup parmi nous ce soir, mais il y en a beaucoup dans notre société en pleine mutation et en pleine crise, et dans laquelle, comme je le disais au début, l'illusion d'un monde merveilleux qui allait apporter l'égalité, la sécurité pour tout le monde se fracasse sous nos yeux, eh bien, devant ce monde-là, et cette tension entre ce que nous voudrions vivre, ce dont nous sentons l'élan profond, et ce que nous vivons vraiment, cette tension devient insoutenable pour la plupart de nos contemporains et s'engouffre
intègre là-dedans tous les mécanismes compensatoires. Nous avons créé un monde dans lequel nous avons plus appris à compenser notre mal-être qu'à vivre notre bien-être. Nous avons plus appris à compenser qu'à vivre. Comment sortons de ça? En apprenant à discerner qui je suis, pourquoi je fais ça, qui suis-je, où cours-je et à quoi sers-je? Pourquoi je pense ça comme ça? Pourquoi je ne le penserais pas comme ceci? Pourquoi j'ai quel système de pensée? Pourquoi je n'aurais pas tel autre système de pensée? Remise en question, intériorité transformante, pour passer au scanner de notre discernement, nos habitudes, nos automatismes, nos priorités, nos choix. Qui choisit? Mon ego contracté qui a peur de perdre ou mon être en expansion qui est ravi de donner? Est-ce que ce n'est pas là le choix fondamental? Et ainsi, petit à petit, réaligner, ça ne se fait pas d'un coup, notre vie sur notre élan de vie. C'est d'un cheminement qu'il s'agit. Il n'y a rien de magique et d'automatique là-dedans. C'est un travail. Mais comme tout apprentissage, si vous décidez aujourd'hui de passer votre permis de conduire, vous le passerez. Si vous décidez aujourd'hui d'apprendre une langue même un peu compliquée, vous l'apprendrez. Si vous voulez apprendre un sport un peu technique, vous le maîtriserez. Peut-être pas pour faire de la compète, mais pour votre plaisir. C'est de l'apprentissage. Alors, ce que j'observe dans mon travail d'accompagnement des personnes, c'est que, effectivement, nous tentons de quitter la souffrance pour aller vers la paix. La souffrance, c'est l'impression de division, morcellement, alors que nous sentons bien l'appel de l'unité, cohérence. La souffrance, c'est l'impression de solitude, isolement, alors que nous sentons bien l'appel de la plénitude, appartenance au tout, ou quel que soit le mot que vous employez. La souffrance, c'est l'impression d'impuissance, alors que nous sentons bien la possibilité d'une force intérieure extraordinaire. La souffrance, c'est quoi? C'est l'impression d'être en action-réaction par rapport aux événements, à ce qui se passe, alors que nous aimerions être tranquillement en création de ce que nous voulons vivre. Et finalement, la souffrance, c'est quoi? C'est le fait d'être coincé dans l'ego, alors que nous sentons l'appel de l'être. Et lorsque j'emploie ce mot, ces deux mots-là, je n'ai jamais l'impression d'employer du jargon. Quel que soit le public dans la salle, le vocabulaire, la culture, les bouquins qu'ils ont lus, les stages ou pas stages de développement personnel, peu importe, je pense que chacun, même, disons, d'éducation très modeste pour employer ce mot-là, peut sentir qu'il y a une partie de nous qui joue petit, qui a peur de perdre, qui compte ce qu'elle donne et qui compte ce qu'elle reçoit, et surtout ce qu'elle ne reçoit pas. Nous n'aimons pas beaucoup jouer dans cette petite cour-là, mais n'avons pas trop le modèle pour en sortir. Mais de l'autre côté, de nouveau, quel que soit le niveau d'éducation, de conscience, de vocabulaire, il semble bien que beaucoup d'entre nous portent en eux cette conscience qu'il y a un autre niveau de l'être, où vivre avec davantage de plénitude, en regardant les choses avec une autre perspective, en étant moins accroché à des querelles de carrosserie et de cosmétiques. Il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains sentent ça. Et simplement, il manque les clés pour retrouver la voie. Elles ne sont pas données dans les programmes scolaires, elles ne sont pas données dans les programmes religieux, en tout cas tels que je les ai connus. J'ai grandi dans une famille catholique très pratiquante, et si ça m'a donné certainement quelques clés d'intériorité, de prière et de conscience de l'au-delà, ça ne m'a pas donné de clés pratico-pratiques pour quitter mes enfermements et m'aligner sur mon élan de vie. J'ai dû chercher ailleurs. Alors, il me semble que c'est bien là que, cependant, on devrait trouver ces clés-là. Comment passer de l'ego à l'être? Sur ce cheminement, j'observe dans mon travail d'accompagnement des personnes depuis tant d'années que ce qui nous pose problème, ce ne sont pas tant nos conditions de vie.
parfois les conditions de vie peuvent être tragiques, on est bien d'accord. Mais la plupart du temps, ce n'est pas tant nos conditions de vie que les conditions de notre esprit, c'est-à-dire les conditionnements de notre esprit, notre façon de voir les choses. Ce n'est pas ce qui m'arrive, c'est comment je vis ce qui m'arrive. Et vous aurez certainement vu toutes sortes d'exemples comme cela, hein, de personnes qui vivent au fond les mêmes choses, mais pas du tout de la même façon. J'observe que les personnes qui s'avancent vers un état de paix intérieure de plus en plus grand, de plus en plus généreux, de plus en plus contagieux, sont systématiquement des personnes qui ont accepté de démanteler leurs anciens systèmes de pensée, de revisiter leur façon d'être au monde, de quitter leurs enfermements, et que ça s'est passé par un travail d'intériorité transformante, qui peut être thérapeutique, mais pas seulement, qui peut être spirituel, mais pas uniquement. Et qu'aujourd'hui, énormément de clés, d'outils existent pour ça. Et s'il y a bien des choses qui me motivent à donner des conférences et des formations, c'est de me dire comment peut-on aujourd'hui, société tout entière, avec des institutions, des écoles, des hautes écoles, des universités, des églises, comment pouvons-nous laisser autant de monde à côté d'outils de transformation fantastiques sans leur dire que ça existe? C'est comme laisser quelqu'un mourir de soif à côté d'un puits, en se gardant le bien de lui dire « et soulève la dalle, t'es sur un puits ». Il y a non-assistance à personne en danger, de la part de beaucoup de nos institutions, me semble-t-il. Et enfin, ce que je vois dans mon travail aussi, c'est que la personne qui s'implique dans ce travail de démantèlement et d'alignement sur son fil rouge, invariablement se met au service. Je n'ai pas vu ce que tant de gens craignent encore dans tant de milieux, un enfermement narcissique dans une contemplation pénible de soi-même. Si sans doute c'est un stade, et ceux qui pratiquent la communication non violente connaissent l'expression du stade exécrable, moi, mes besoins, et toi, fais-toi te faire foutre. C'est un stade qui est complètement à l'inverse de l'esprit de la CNV, qui, bien sûr, je prends soin de mes besoins, mais dans le respect de tes besoins, et nous cherchons la synergie du nous. Mais inévitablement, quand on s'est coupé pas mal de soi-même longtemps, on passe par un petit stade revanchard. C'est le jeu vengeur dont je parlais tout à l'heure. Je souhaite que pour chacun de nous, ce stade soit le plus court possible. Il y a donc ouverture et non pas fermeture. Il y a ouverture au monde, il y a don du meilleur de soi au service de tous. Et je voudrais vous proposer cet exemple-ci, que peut-être vous avez aussi entendu déjà dans d'autres conférences. C'est l'exemple de Charlotte. Charlotte a 20 ans quand elle arrive en thérapie, à l'époque où j'ai encore un cabinet d'accompagnement. C'est une belle personne, Charlotte. Elle est jolie, elle est gracieuse et elle est très artiste et très généreuse. Alors elle rêve de projets humanitaires, mais en même temps c'est une grande artiste. Elle a fait une école de peinture et elle voudrait continuer sa peinture. Quand elle part dans l'humanitaire, ce sera Médecins sans frontières, ce sera fantastique, mais on ne dessine guère dans les camps de réfugiés. Bon, oui, alors c'est pas grave, je reste à Bruxelles et je fais ma haute école de peinture, je ferai des expositions, ça va être magnifique. Mais est-ce que je peux m'occuper de mon petit talent, mon petit pinceau, alors qu'il y a des gens qui crèvent? Charlotte est déchirée. Charlotte est tétanisée, Charlotte est sous pression, elle part en dépression et la seule solution qu'elle envisage, c'est la suppression pour ne plus souffrir. Charlotte n'a reçu aucune clé de réconciliation intérieure, de transformation intérieure. Elle est d'un milieu très éduqué, profession libérale, parents médecins, avocats, tradition catholique dont on aurait pu espérer quelques clés de connaissance de soi, d'alignement sur soi, mais non. Je vous passe le détail du travail avec Charlotte qui consiste, vous l'aurez bien perçu, à lui permettre d'accueillir toutes les parties d'elle et de sortir du ou qui divise dans notre pensée occidentale, soit l'humanitaire, soit l'artistique, et d'entrer dans le « et » réconciliant, prélude au « nous ». Si aujourd'hui Charlotte est art thérapeute pour enfants quelque part au sud de Bruxelles, si aujourd'hui Charlotte met son talent d'artiste si fin, si profond au service d'une cause quasi humanitaire, aider des enfants qui sont dans des difficultés d'attention, de concentration, si Charlotte, parce qu'elle a un charisme incroyable, arrive à emmener ses enfants jouer du pinceau jusqu'à ce que l'encre s'échappe à l'infini et que l'enfant reste dans cette fascination et rentre complètement concentré chez lui, si Charlotte arrive à faire cette magie de présence pour que l'enfant soit là, c'est que Charlotte a travaillé son intériorité. Si elle est une citoyenne au bon endroit, donnant le meilleur d'elle-même au service de la communauté, c'est qu'elle sait qui elle est. Je ne sais pas
ce qui serait arrivé à Charlotte si elle n'avait pas trouvé les clés d'une intériorité transformante. Alors il m'apparaît, voyez, que devant la difficulté, parfois même l'épreuve, ce dont nous manquons, ça n'est pas de ressources, c'est d'accès à la ressource. Ce qui manquait à Charlotte, simplement, c'est quelques clés pour apprendre à ralentir, à s'asseoir, à faire silence et à laisser le sceau du discernement entrer dans la connaissance infinie qui est par nature réconciliante, qui par nature va combiner les polarités. Et il m'apparaît donc que dans notre travail, pour quitter nos enfermements, il n'y a pas tant quelque chose à faire qu'à défaire. Vous voyez, depuis que j'accompagne les personnes, à commencer par les gamins de la rue, il y a plus de 20 ans, 25 ans, et puis toutes sortes d'autres personnes ensuite, j'ai la confiance qu'au cœur de chacun de nous, il y a de quoi tintinabuler joyeusement comme ce petit grelot. Une clochette de saltimbanque, prête à danser et à faire danser. C'est ça notre nature profonde, j'en suis convaincu. Mais la difficulté, l'épreuve, la souffrance, le traumatisme parfois, font que ce qui sort de beaucoup d'entre nous, c'est plutôt ceci. Vous voyez? C'est tragique, non? Mais ça peut être plus tragique encore. La difficulté, l'épreuve, les traumatismes, les souffrances peuvent être telles, et la résignation qui s'ensuit, que ce qui sort de nous, écoutez bien, c'est ça. Vous voyez? Alors que le potentiel, c'est ça. Alors voyez qu'il n'y a pas tant à faire qu'à défaire, retirer, dégager, enlever les freins, les blocages, les voiles, révéler, dévoiler la vie, l'essence, l'être. C'est ça. C'est pas si compliqué. Il ne faut pas piocher très loin. Ça nous demande une attention à qu'est-ce qui voile, qu'est-ce qui obscurcit, qu'est-ce qui freine. Pourquoi est-ce que dans l'échange avec le conjoint, ce n'était pas douceur, tendresse, partage et joie, comme cependant j'ai noté au tableau à la conférence de Thomas? Qu'est-ce qui a empêché ça? Alors je peux continuer d'accabler ce conjoint qui ne pige rien, mais est-ce que moi je m'écoute pour me piger? Est-ce que je suis clair? Est-ce que j'ai travaillé ma façon de m'exprimer sobrement, avec peu de mots, pour que l'autre capte? Ou est-ce que je le rabâche de trop de mots qui fait qu'évidemment il claque la porte parce qu'il n'en peut plus? En quoi ai-je créé le problème? Est-ce que je veux bien, deuxième versant de l'intériorité, remettre en question ma posture et cesser de prétendre que j'ai raison? Rappelez-vous le beau message d'un courant miracle qui nous dit quelque part nous avons un choix fondamental dans l'existence. Ce choix, c'est être heureux ou avoir raison. Si vous voulez continuer à vous saccager la vie et à la désenchanter, mais complètement, prétendez que vous avez raison. Vous allez faire un joyeux enfer. Première conclusion, nous ne manquons pas de ressources, mais d'accès aux ressources. Il s'agit donc de développer un accès aux ressources. Et deuxième conclusion que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, à mes yeux, toute personne qui s'implique avec suffisamment de rigueur et de profondeur dans un travail dit de développement personnel fait au fond du développement social durable. L'espace d'humanité que cette personne pacifie contribue à pacifier l'humanité tout entière. Un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant. Il n'est pas passif dans son coin à attendre que ça se passe. Il est pacifiant. Il promène là où il va un sillage de bienfaisance, de bienveillance, de générosité, d'empathie, de synergie, de goût, de la complicité, de la co-création.
Il me semble bien que l'intériorité est citoyenne dans cette mesure-là. Faute d'accès à la ressource, si nous ne prenons pas soin de comprendre la ressource, de l'écouter, de la sonder, de pouvoir l'utiliser, il me semble qu'il y arrive 2 tragédies. La première, c'est la violence. Faute d'écoute de soi, de ses sentiments, de ses besoins, la première personne qui subit notre violence, c'est nous. Nous sommes des juges intraitables pour nous-mêmes. Je suis surpris de voir dans les ateliers que j'anime depuis plus de 20 ans le nombre de personnes qui fondent en larmes quand, dans un travail d'empathie, d'accompagnement pour essayer de comprendre le besoin derrière le besoin, derrière le besoin, derrière le besoin, tout d'un coup je propose ceci, au fond, est-ce que tu n'aurais pas besoin de t'apporter à toi-même un peu plus de douceur? Waouh! Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui se sont interdits même de penser à ça. Tabou, tabou, tabou. Et tout d'un coup, dans la disponibilité que permet le groupe, c'est pas tant que j'attends qu'on me reconnaisse et qu'on m'aime et qu'on me fasse un sort un peu moins misérable, c'est que moi j'ai besoin de m'apporter à moi-même un peu de douceur. Que diable, si j'osais dire. Pas compliqué. Mais ça reste un tel tabou de se dire, tiens, je vais apporter de la douceur à cet humain-là. Ça donnera à cet humain-là l'occasion d'être peut-être un peu plus doux avec cet humain-ci, qui lui-même s'apportera un peu plus de douceur à lui-même, en sorte que ça va être contagieux. C'est d'un processus contagieux dont je vous parle. La violence donc sur soi, la violence sur les autres, l'effet cocotte-minute que ceux qui pratiquent la CNV connaissent bien. J'accumule les désaccords, je dis tout va bien alors que je suis triste, je dis ça va s'arranger alors que je suis en rage, je rentre tout dans la cocotte, je serre toutes sortes de couvercles par-dessus et un jour la cocotte pète. C'est le bébé qui passe par la fenêtre, c'est le mari qui sort la pile d'assiettes ou l'inverse évidemment, et puis un cran plus loin, c'est le coup de couteau et puis la kalachnikov. Il y a des différences de degré, mais pas de nature. La méconnaissance de soi mène tôt ou tard, à l'abus de l'autre. Il y a donc bien un impact collectif à la connaissance de soi. Et ce n'est pas encore suffisamment connu aujourd'hui. À côté de la violence, l'autre risque, c'est la compensation et l'avidité. Sur le plan individuel, bien sûr, c'est le fait d'être dans un état de mal-être qui peut devenir insupportable et que l'on compense par toutes sortes de substances. Bon, une personne qui part dans l'alcool ou la surconsommation de médicaments, c'est une tragédie, mais bon, c'est un individu. Mais quand 30% d'une population est sous médicaments antidépresseurs pour survivre, on peut peut-être un peu s'interroger sur le modèle de civilisation qu'on leur propose. Nous ne sommes pas nés sur Terre pour faire la fortune de l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas l'objectif. Qu'on ait besoin un moment dans son parcours d'une certaine substance pour passer un moment difficile, c'est très possible, mais ce n'est pas un état dans lequel durer et demeurer. Et donc là, il y a peut-être un impact société. Et puis j'en ajoute une couche un peu plus loin. La personne qui, dans la cour de création, a des grosses lunettes style Agnan dans Le Petit Nicolas, tout le monde se moque un peu de lui, il ne peut pas jouer au football parce qu'il a des grosses lunettes, on le tasse de côté, et on se moque, il a des gros boutons. Bon, il est meurtri, seul, solitaire, mais il est intelligent, il fait des études brillantes, il devient banquier, il montre des mécanismes extraordinaires avec lesquels il accapare les richesses du monde, il achète tout le riz quand le riz est bas, il le revend quand il est cher, le monde crève de faim, mais lui, il a 2 îles et 3 hélicoptères. Ça vous paraît une histoire inventée? Ça s'est passé près de chez nous. Ça se passe là sans arrêt. Des mécanismes d'accaparement et d'avidité qui finissent par générer de la fracture économique. Et vous connaissez le philosophe Patrick Vivray, dont j'ai particulièrement aimé le livre « Pourquoi ça ne va pas plus mal ?» qui est un message d'espoir. Vraiment. Avec une réduction magnifique et beaucoup d'humour, il nous décrit qu'effectivement l'humanité arrive à se reprendre. Mais il dit ceci dans son livre: l'essentiel des difficultés que l'humanité rencontre peuvent connaître une solution
à condition de comprendre qu'elles n'ont pas trait à l'ordre de l'avoir, mais à l'ordre de l'être. La plupart des raréfactions étant artificiellement organisées par des mécanismes destinés à compenser le mal-être de la minorité possédante. La plupart des raréfactions étant artificiellement organisées par des mécanismes destinés à compenser le mal-être de la minorité possédante. Il parle bien de fonds de pension, notamment américains, occidentaux, qui sont mis sur pied pour compenser l'angoisse de solitude, l'angoisse de maladie, l'angoisse de mort de personnes richissimes qui n'ont pas trouvé les clés d'une vie intérieure joyeuse, généreuse et soutenante. Et effectivement, nous sommes nombreux à le savoir aujourd'hui, l'enjeu de la faim dans le monde ou de la misère n'est pas un enjeu économique, mais spirituel. Ce n'est pas un problème de répartition des ressources, il y a assez de ressources, c'est un problème, c'est pas un problème de génération des ressources, c'est un problème de répartition des ressources, puisqu'elles sont accaparées. Je pense qu'un travail de connaissance de soi, de discernement et d'éveil à la conscience que nous appartenons à un projet qui va bien au-delà de nos vies est un travail citoyen qui devrait être proposé dans toutes les écoles et qui ne contredit pas la pratique d'une religion. Pour les personnes qui ont le goût de pratiquer une religion officielle, ça ne la contredit pas. Au contraire, ça lui donne, je dirais, une envergure, une ouverture et un socle commun qui rassemble, alors qu'on l'avait bien perçu. Certaines façons de voir la religion peuvent amener de la division. Alors, troisième petit chapitre. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas facilement accès à la ressource ? Comment avons-nous créé un monde désenchanté ? D'où vient cet enfermement ? Je voudrais vous partager 2 pistes qui nourrissent ma réflexion de façon dynamique. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait une fois pour tout. Dans mon travail régulier d'accompagnement des personnes sur plusieurs cycles, à travers plusieurs années, je continue à être inspiré par cette réflexion. Elle est venue notamment du travail fait au sein de l'association Cœur.com, créée avec Guy Corneau, avec plusieurs artistes et thérapeutes sur la compréhension des freins, des blocages, de ce qui empêche, mais également de lecture dans différentes traditions qui semblent converger sur ceci. Première piste, c'est une piste plutôt collective et historique. On parlait tout à l'heure de nostalgie de la plénitude. N'avons-nous pas la nostalgie d'une époque heureuse ? Et il semble effectivement qu'il y ait une sorte de mythe d'un âge d'or qui aurait prévalu dans plusieurs contrées du monde, l'Europe, l'Asie, l'Inde, la Chine, qui serait plus ou moins terminé dans les années 4000, 3005 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, il semble qu'un trait commun, c'est que les hommes sont chasseurs-cueilleurs et se déplacent donc, ils sont nomades, pas d'attachement. On bouge là où il y a de la nourriture. Dans certaines traditions, on parle d'un printemps perpétuel parce qu'il y a toujours de quoi vivre. La vie est plutôt tribale, on est sous la tente. Les mères sont célébrées puisqu'elles portent la vie. Il y a une grande appartenance au nous. Le nous est tout. Le nous soutient. Et bien sûr que ce sont les valeurs féminines qui prévalent. Pour des raisons de disette, de sécheresse, ces populations se fixent, semble-t-il, s'attachent à la terre pour pouvoir la cultiver. On plante la graine dans la terre, mais celui qui a durement labouré veut protéger sa terre, et lorsqu'il a enlevé les pierres pendant 1 ou 2 générations, il veut transmettre, et donc il balise son terrain. Et tout d'un coup, cette terre qui était à tout le monde, ça, c'est à moi. Toi, rentre chez toi. J'ai mis mon piquet, je l'ai planté ici, c'est chez moi. Et à ce moment-là, effectivement, celui qui a durement travaillé veut transmettre son bien à son enfant. Et il semble bien que ça corresponde plus ou moins, encore que tout le monde ne converge pas sur cette idée, à l'idée que jusqu'avant, dans le nomadisme, on n'avait pas fait trop de lien entre la sexualité et la procréation. Bon, les enfants venaient par la grâce de l'Esprit de Dieu, du souffle, et la femme était vénérée parce qu'elle portait la vie. Mais tout d'un coup, on est agriculteur, on a un troupeau, on voit les
relations sexuelles avoir lieu, et puis quelque temps après, la procréation se faire, et on fait un lien. C'est donc le mâle qui dépose sa graine. Ah, tiens, donc la femelle n'est que le réceptacle de la graine masculine. Donc cet enfant est à moi. C'est mon fils, il portera mon nom. Et on passe d'une tradition matrilinéaire à une tradition patrilinéaire, et se crée le patriarcat. Avec, bien sûr, la force de l'homme pour défendre le terrain, en acheter d'autres, avoir la source du voisin, la colline voisine parce qu'elle est au soleil, et tous ces mécanismes de patriarcat se conjuguent avec la création du capitalisme, semble-t-il. Si je vous raconte ça, c'est qu'on est passé d'un nous et d'un nous tous, pas seulement nous contre vous, nous tous, le vivant, dans une harmonie. On est passé de ça, hein, je, me, moi, tu, te, toi. On a généré, on a créé, on a inventé la division. Elle ne semble pas avoir été naturelle. On est passé donc de la collaboration à la compétition, de la consommation selon les besoins à l'accaparement et à la thésaurisation pour revendre. On est passé d'une économie d'échange à une économie de propriété et de profit, de la confiance dans le groupe à la méfiance vis-à-vis de l'autre, d'un état d'expansion joyeuse dans l'univers qui est sacré à un état de contraction et de méfiance. Et le bien-être de l'individu, qui était né du bien-être du groupe, finalement, le bien-être de l'individu naît de ce fait qu'il sait se protéger et se garantir de l'autre. Voilà le système patriarcal qui se crée. Bonne nouvelle. Si l'on regarde ça comme ça, c'est pour moi le bénéfice de regarder comme ça, c'est peut-être juste une belle histoire. Elle a le mérite, reconnaissez, d'être poétique. La bonne nouvelle, c'est que le patriarcat n'est donc pas une fatalité, c'est un moment de l'histoire, c'est un système de pensée, c'est un enfermement dont nous sommes en train de sortir. Et de nombreux signes indiquent, vous le savez, qu'on est en train de sortir de ce système de pensée qui ne fonctionne plus, qui ne peut plus rendre compte de l'urgence qui est de sauver la planète. Ce n'est pas avec les vertus patriarcales de contrôle, de commande, que l'on va sortir le monde de son impasse. C'était la piste collective ou historique qui peut nous aider peut-être à comprendre comment on est entré dans un certain système de pensée. On les verra juste après, les systèmes de pensée. Maintenant, une piste plus individuelle et plus spirituelle que je vous propose avec beaucoup d'humilité, de simplicité. De nouveau, elle a fait l'objet de nos explorations dans notre équipe de travail avec Guy. Et elle semble faire sens pour beaucoup de personnes. Et pour moi, dès lors que quelque chose fait sens, est clair, permet de retrouver de la joie, de la confiance et le goût d'y aller, je trouve vraiment que ça vaut la peine de l'explorer, de lui donner sa chance. Voilà cette perspective-là. Il semble bien que ce qu'on appelle l'âme ou l'être, selon les traditions, ait pu appartenir à ce qu'on appelle le tout ou Dieu, peu importe les mots que vous employez, dans une impression de douce appartenance, de soutien, de reliance. Il semble bien que dans cette âme, des particules, des éléments s'individualisent pour s'identifier dans un corps féminin, par une vie humaine, en quittant donc une impression de plénitude et d'appartenance. Pourquoi ce processus? Une des explications qui fait sens, en tout cas à mes yeux, c'est l'idée de rapporter à travers le passage dans l'épreuve du feu qu'est l'incarnation, avec toutes ses difficultés, rapporter une qualité d'amour encore plus subtile à la totalité, et ainsi enrichir le mouvement d'amour. Il me semble que ça peut faire sens, disons. Alors vous imaginez bien que cette âme qui tout d'un coup s'individualise en quittant le tout, elle a une impression de contraction et de solitude et d'abandon. Heureusement, elle se retrouve dans un ventre maternel chaleureux, ça, c'est doux autour d'elle. De nouveau, elle a une impression quand même d'appartenance, de reliance, mais ça ne dure pas. 9 mois plus tard, de nouveau expulsion. Et là, je dois respirer par moi-même. Et il semble bien que s'encodent deux croyances de base qui peuvent souterrainement tenir les commandes de notre existence si nous ne sommes pas vigilants à les côtoyer pour les démanteler dans la chaise de l'intériorité citoyenne transformante. Ces deux croyances de base sont, lorsque je quitte le ventre maternel et cette deuxième appartenance soutenante, et que je dois respirer par moi-même, il s'encode la première idée, je ne m'en sortirai pas tout seul, j'ai absolument besoin des autres, il faut qu'on s'occupe de moi. Et ça n'est pas faux, mais ça peut donner une polarité, c'est que je fais ce qu'on attend de moi pour survivre. Et la deuxième croyance qui s'encode, c'est je ne pourrai m'en sortir que tout seul et par moi-même, et je vais me défendre par moi-même. Et ça crée l'autre polarité.
d'un côté le tu, il faut que tu t'occupes de moi, et de l'autre côté le je ne m'en sortirai que par moi-même, avec les deux extrêmes qui sont bien sûr l'hyper-individualisme mortifère dans lequel se trouve une bonne partie de notre population et l'hyper-socialisation au mépris de son identité dans laquelle peut par moments se retrouver une autre partie de notre population. Je pense que ces deux extrêmes ne peuvent pas nous rendre heureux. Nous avons besoin de réconcilier les différents aspects. Il y a dans ces deux croyances une tension intime entre la peur d'apparaître au monde, d'exister, et la peur de disparaître, être bouffé par le système. Si nous ne côtoyons pas ces peurs intimes, nous pouvons être chahutés par les événements sans avoir trouvé notre axe. Qu'est-ce que j'aurais personnellement aimé entendre, cette polarité intérieure, plus tôt, pour ne pas avoir à la trouver moi-même. Alors, dans les traditions religieuses qui sont proches de nous, notamment bien sûr la tradition chrétienne, on parle de chute, pour ce qui est au fond un atterrissage un peu douloureux, avec une perte de conscience. Parce qu'à un moment, on a été déconnecté du tout, et bang, on arrive avec un peu de rudesse. Il me semble que voir ça comme un atterrissage, peut-être un peu brutal, nous permet enfin d'évacuer la culpabilité qui a plombé des générations dans notre civilisation et qui n'a servi à rien. Jamais la culpabilité n'a rendu généreux. C'est la responsabilité qui rend généreux. Et je me permets de dire qu'au-delà de la responsabilité, c'est la joie d'être en vie qui rend généreux. Nous avons donc besoin de nous remettre de notre inconscience. Simplement, l'atterrissage a été un peu douloureux. Nous devons reprendre conscience que nous appartenons, que nous ne sommes séparés de rien, que ce n'est pas le fait d'avoir enveloppé à un moment ce vêtement de chair qui fait que l'on est coupé de quoi que ce soit, et que je ne suis donc séparé de rien, si ce n'est par mon système de pensée divisant. Nous avons donc besoin d'apprendre à pacifier nos angoisses existentielles. Et vous voyez qu'à côté du fait de quitter nos enfermements dans certains systèmes de pensée, il y a également celui de quitter l'enfermement dans l'illusion de la séparation et retrouver l'appartenance à ce qu'on appelle la plénitude ou la totalité. De ces deux conditionnements en codage résultent plusieurs systèmes de pensée automatisés qui créent des enfermements, et je vous propose de les visiter rapidement. Plusieurs systèmes de pensée automatisés. D'abord dans l'éducation, juste un piège, je ne m'y attendrai pas parce que je les exploite beaucoup dans mes autres ouvrages, le piège du faire plutôt que d'être. Nous avons dans nos civilisations beaucoup plus appris à faire, et à faire de plus en plus qu'à être à l'écoute, qu'à être disponible. Le risque, c'est que à la clé de ce faire, il y a le souci de plaire, d'être valorisé, d'être reconnu. Et pour être valorisé, reconnu par l'extérieur, j'en fais de plus en plus. Si j'en fais de plus en plus, pour être de plus en plus reconnu, j'accélère un processus. Et le risque, c'est que si j'ajoute de plus en plus de choses à faire dans la vie, inévitablement, il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire. Tout est compacté. Comment voulez-vous goûter l'enchantement d'être en vie si votre vie est une course où vous allez de choses à faire en choses à faire? Et au-delà de l'individuel qui aura du mal à trouver son enchantement s'il n'apprend pas à être, collectivement, regardez ce qui se passe. Si moi je ne trouve pas les clés d'une vie intérieure pacifiante, nourrissante, joyeuse, généreuse, ben mon voisin, il n'a peut-être pas trouvé la même chose. Ma voisine non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben on court à l'extérieur pour obtenir valorisation, reconnaissance, appartenance, peut-être argent et gloire. On court, on court, on court. Mais cette course nous épuise. Et épuise la planète, qui en a marre de soutenir par ses ressources limitées le désir insatiable d'une population en quête de bien-être.
et qui ne sait pas encore que le seul vrai bien-être se nourrit par l'intérieur. L'éducation, la course nous épuise. Autre système de pensée résultant de ces croyances de base, à la fois la croyance, les résultats du patriarcat, mais à la fois l'impression de séparation. Nous avons grandi dans une culture du malheur. Beaucoup de guerres, d'épidémies, le logiciel est imprimé. On n'est pas là pour rigoler. Ça, c'est un petit vaccin anti-bonheur que j'identifie dans mon bouquin sur le bonheur. On n'est pas là pour rigoler. Sorte de potion qu'on aura bu avec le lait maternel, malheureusement, et qui voulait effectivement nous prévenir de la difficulté de la vie. Au lieu de nous dire, tu sais, la vie a pour sens d'être dans un joyeux contentement de tout son être, dans la relation à soi, à l'autre et à la vie, c'est ça le sens. Et cependant, ça passe par des difficultés, des épreuves, des deuils, bien sûr, bien sûr. Mais le sens de la vie, c'est la joie. Au lieu de nous dire ça, on nous aura dit, on n'est pas là pour rigoler, paf. Ça nous a plombé d'emblée. Pas facile de s'enchanter dans cette perspective. Alors oui, ça nous demande un travail que de démanteler ça en disant, mais oui, on est là pour être joyeux, pas pour rigoler au sens léger, mais pour être dans une profonde joie. C'est comme ça que nous allons être généreux. Et donc j'ai besoin de démanteler les vieilles habitudes qui m'empêchent l'accès à la joie. Mais la culture du malheur dans laquelle on a grandi plombe pas mal, nous avons besoin d'être vigilants par rapport à ça. Notez bien que ce vaccin anti-bonheur, on n'est pas là pour rigoler, vient avec une deuxième injection, qui est une autre injonction, qui vient nous dire, oui, mais il faut être heureux quand même avec ce qu'on a. D'un côté, le bonheur est comme interdit, on n'est pas là pour rigoler. De l'autre côté, il est comme obligatoire, il faut être heureux avec ce qu'on a. Vous voyez qu'il y a de quoi être tétanisé ou schizophréné. Et je pense profondément que si nous ne sommes heureusement pas tous schizophrènes, notre accès au bonheur est un peu schizophrénique. C'est bien ce vers quoi nous tendons de tout notre être, c'est bien sûr notre fil rouge, mais c'est nous-mêmes qui nous maintenons dans nos enfermements. Alors, remarquez comme nous sommes capables de saboter les moments de bien-être. J'écris dans mon bouquin sur le bonheur un petit chapitre qui s'appelle « Maître en auto-sabotage ». Je vous parle de moi. Nous avons donc besoin d'être vigilants pour conjurer cette habitude de ressasser ce qui va mal, de se plaindre, de se lamenter. C'est une habitude. Ce n'est pas la seule façon d'être au monde. Mon ami Guy, dans sa conférence sur le couple, évoque une jolie formule « ça va mieux quand ça va mal » dans le couple. Et en peu de mots, si vous avez 3 soirs de suite, une petite soirée en amoureux délicieuse où le conjoint est rentré avant vous, a tout préparé un petit repas délicieux, vous avez coulé un bain, vous avez préparé un verre de vin et vous accueille avec amour, le premier soir, c'est un enchantement. Vous êtes ravis, vous êtes amoureux comme au premier jour. Le deuxième soir, vous trouvez ça un peu suspect. Et le troisième soir, c'est intolérable. Et Guy raconte ça avec énormément d'humour dans sa conférence sur le couple, simplement pour montrer combien nous avons une grande résistance à la souffrance, à la difficulté, au conflit, à la tension, des années de divorce difficiles. Ça, on sait vivre. Mais quelques moments de joie, ah non. C'est un logiciel. Nous avons besoin de tolérer le bien-être, de l'intégrer, de nous reconnaître légitimes. Combien d'entre nous, ça ne vous est pas étrange, auront rencontré cette difficulté à dire est-ce que j'ai droit au bonheur? Est-ce que je peux m'autoriser à faire confiance, à lâcher prise, à m'abandonner, à recevoir? Que d'interdit! Ça ne va pas se changer tout seul, ce bazar-là. On ne va pas pouvoir rendre le monde plus heureux là-devant s'il y a ce système de pensée qui nous empêche l'accès au bonheur à nous-mêmes. Nous avons besoin d'une intériorité transformante. C'est de l'hygiène de conscience. Et à mes yeux, l'écologie commence là. Rétablir une écologie harmonieuse à l'intime de nous, en sorte que notre façon d'être au monde respecte l'écologie harmonieuse qui préside à la nature. C'est intéressant d'élargir le débat à la conscience des médias. On se plaint souvent de ce qu'ils nous offrent. Il n'y aurait pas d'offre s'il n'y avait pas de demande. Il n'y aurait pas d'offre s'il n'y avait pas de demande. Vous savez, si ma vie est un peu plate, si je m'ennuie, si je n'ai pas trouvé mon enchantement, si je ne sais pas qui je suis, je n'ai pas travaillé là-dessus, je suis dans ma routine, tous les jours sont semblables, j'ai perdu le fil de mon cerf-volant, je suis le nez dans le sable, eh bien le soir, quand j'allume la téloche, tout d'un coup, il y a des effondrements, des éboulis, des catastrophes, des émeutes, tout d'un coup, il y a du sang partout, et moi, je suis vivant parce que je ne suis pas mort.
intègre une définition négative de la magie d'être en vie. Nous avons besoin donc de retrouver la magie d'être en vie. Culture du passé, nous sommes habitués à des vieux mots et à un ressassement. Mon histoire détermine qui je suis, plaf, je suis comblé dans mon enfermement. Ben, vous avez le choix de vivre ça comme ça, ou de vous dire, je suis celui qui détermine ce que je vais faire avec mon histoire. Pivotement sacré dans notre travail de discernement. Quelques mots demeurent du passé également, culte du passé. La notion d'héroïsme qui a eu ses heures de gloire. S'il y a bien quelque chose d'héroïque aujourd'hui, c'est d'oser être soi-même. Et nous l'avons vécu, ça représente un risque. Je nous invite à oser être nous-mêmes. Notre monde a absolument besoin de cette authenticité, de cet alignement, de sentir que ça sonne juste, même si ce n'est pas confortable. Et nous sommes tous concernés, me semble-t-il. La notion de sacrifice a eu ses heures de gloire aussi. Attention à ces vieux mots-là, se sacrifier. La notion de sacrifice, rappelez-vous, j'en donnais la définition dans mon premier livre. En latin, ça veut dire sacrum facere, faire du sacré. Je ne me sacrifie pas pour mes enfants, je rends mes enfants sacrés. Je ne me sacrifie pas pour leur faire à manger le soir, je rends le repas du soir convivial parce que c'est un moment sacré. 8. Vous voyez que l'enchantement n'est pas loin. Il nous demande juste de ne pas nous endormir dans nos enfermements. Éducation, culture du malheur, culture du passé, mais aussi culte de la forme. Ces systèmes patriarcals, cette impression de fusion ou de solitude nous amène souvent à nous accrocher à ce qu'on connaît, à une certaine forme, à une certaine composition, en croyant que ça va durer, que ça va rester comme ça. Or, vous le savez, tout ce qui est composé se décomposera. Nous avons donc absolument besoin d'être attentifs à l'essence, ce qui, au-delà de la composition momentanée, ne se décomposera pas, ce qui demeure. Mais dans nos vies, tant d'attachement à la forme, à la matière, à l'aspect, tant de souffrance avec cet attachement. Et pour en rire un peu, je vous propose d'imaginer ceci, le sens de l'œuf. Si parfait soit-il dans sa forme ovoïde, le sens de l'œuf n'est pas l'œuf. Le sens de l'œuf est de s'ouvrir par une friction ou une poussée créatrice en poussant, en sauce, en pâtisserie ou en crème à la glace, ou en omelette. Si l'œuf s'attache à sa forme, on va dire je veux rester comme ça, tôt ou tard, il pue. Nous ne sommes pas faits pour demeurer ce que nous étions jusque tout à l'heure. Nous sommes faits pour devenir autre chose. Ça nous demande d'observer que cette forme qui est là est périssable et que c'est bien légitime, ça va permettre autre chose. Et que si je m'y accroche, ça va fermenter. Enfin, nous avons vu au début certains conditionnements de la science telle qu'il nous a présenté le monde et nous pouvons heureusement voir aujourd'hui les découvertes de la physique quantique qui nous donnent un tout autre rapport au monde, enfin relié, interconnecté, dans lesquels les choses se parlent et communiquent. Et je vous cite juste quelques exemples que la physique quantique nous montre aujourd'hui. Vous les connaissez certainement, mais vous savez que quand on entre dans la matière, dans l'infiniment petit, eh bien, les physiciens ne savent pas ce qu'ils voient est une onde, une vibration ou une particule de la fréquence ou de la matière. Et est-ce que la matière ne serait pas fréquence? C'est donc ondulatoire. C'est en mouvement. Ça transporte de l'information. Erwin Laszlo nous dit le cerveau fait des vagues. C'est un émetteur-récepteur qui capte et qui émet sans arrêt. Nos climats de pensée, nos climats intérieurs, nos états de paix ou de non-paix sont contagieux. C'est de l'hygiène citoyenne que de travailler des états de paix intérieure, puisque je vais promener avec moi des nappes de paix. Alors qu'inversement, si je nourris de la querelle intestine, je promets des nappes de querelles intestines. Le cerveau des vagues, dit Erwin Laszlo. Erwin Laszlo nous parle aussi du champ du point de zéro,
dans lequel nous sommes, il n'y a pas de vide, tout est interconnecté, il circule là un océan d'informations. Descartes nous avait dit l'esprit est distinct de la matière et on n'apprend pas du tout. Il y a de l'esprit partout. Ça circule sans arrêt, tout est informé. Le chercheur Rupert Sheldrake, qui s'intéresse à la biologie, s'intéresse au phénomène des mésanges. Vous avez entendu le phénomène du centième singe, certainement. Allez sur Internet, vous le trouverez, le centième singe. Mais lui parle de la centième mésange. En Angleterre, des mésanges pouvaient, d'un coup de bec, accéder à la crème du lait dans les bouteilles posées devant les portes par les laitiers. Elles se sont passées le mot d'un coup d'aile en disant « viens voir ». Et par observation-imitation, on a constaté que les mésanges se passaient le message dans un village, dans un comté, à une certaine vitesse qu'on peut quantifier. À un moment, il y a un saut quantique. Toutes les mésanges du Royaume-Uni ont le même geste d'un seul coup. Et ce n'est pas possible qu'elles se soient vues. Par où c'est passé le message, la conscience, le discernement? Par le champ du point zéro. Le cerveau fait des vagues. Nous sommes interconnectés. N'est-ce pas un regard infiniment plus enchanteur que celui de la truite coupée en petits morceaux? Vous connaissez le principe de la non-localité, deux particules qui ont cohabité ici à Paris. On en emmène une à Melbourne, de l'autre côté de la planète. On informe celle-ci, paf, l'autre reçoit l'information, pas où ça passe. On appelle ça les particules corrélées. Elles vont rester corrélées indéfiniment. On peut peut-être bien imaginer que nous soyons corrélés ainsi entre générations, entre vivants, entre morts. Je ne sais pas. C'est juste intéressant. En tout cas, c'est infiniment plus magique et poétique que la vision limitée ou visible ou quantifiable qui a pétri nos imaginaires jusqu'ici, si on peut parler d'imaginaire. Nous avons de quoi être infiniment plus inspirés aujourd'hui et retrouver au fond simplement ce que les mystiques, les poètes et les artistes savent de tout temps. Nous sommes complètement reliés. À quoi ça sert? Juste un exemple pratico-pratique. Il y a une quinzaine d'années, aux États-Unis, dans 50 villes, un exercice a été proposé. On avait constaté beaucoup de délinquance dans ces villes et de criminalité, et on a proposé de voir qu'est-ce qui se passe si les méditants méditent ensemble. Il y a des méditants de toute pratique, on va les mettre ensemble dans une salle et leur demander de méditer quelques heures. Et on a constaté que, tandis que les méditants méditent 3-4 heures, les taux de criminalité et de délinquance chutent significativement. Plusieurs pourcents, significativement. Et ça dure pendant tout un temps encore après la période où la méditation est levée. Est-ce que nous n'avons pas là une illustration que notre vie intérieure, notre état d'alignement, de pacification, de nouveau, quels que soient les mots que l'on met, mais notre façon de fréquenter l'absolu pour nous, a un impact sur la vie de la société? N'est-ce pas surprenant? N'est-il pas temps de connaître et d'explorer ces ressources? Notez bien que les moines de tout temps ne font pas autre chose que ça, créer des lieux de paix. Alors, dernier petit chapitre pour terminer. Comment nourrir une intériorité transformante? Il semble bien qu'effectivement l'ouverture de cœur et de conscience soit la clé du changement de paradigme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quelques clés simples d'abord pour développer notre immunité. Nous sommes dans une période de transition qui a une ambiance mortifère, on ne le sait que trop bien. Nous avons besoin de développer une immunité par rapport à ce qui s'en va. Ce qui s'en va et ce qui s'écroule fait grand bruit, comme le dit le dicton. Tant que ce qui croit, croit en silence. Alors ne nous laissons pas terroriser par ce qui s'écroule avec fracas, parce que c'est un cycle, c'est une saison nécessaire. Mais beaucoup d'adolescents aujourd'hui particulièrement, ou d'êtres très sensibles, extrasensibles, perçoivent plus le climat mortifère de ce qui s'en va que le climat régénéré de ce qui commence à poindre. Et je nous invite à la vigilance, à l'attention, à la centration, à l'inspiration, pour pouvoir accompagner d'abord nous-mêmes dans nos moments de doute, mais également être ouvrant et éclairant pour les personnes qui ont du mal à percevoir cette ouverture-là. Quelques clés pour l'immunité. Le fil rouge. Comment ça va? Les personnes qui travailleront
dans l'atelier avec moi dans quelques semaines, on va travailler à se poser la question, comment ça va? Comment je me sens? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que je veux reproduire? Qu'est-ce que j'aime bien? Vers quoi je tends? Qu'est-ce qui va pas bien? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que je veux démanteler? Comment est-ce que je peux sortir de l'enfermement et orienter ma vie pour ne plus retomber là-dedans? C'est une petite clé très simple, mais très pratico-pratique de discernement pour rester aligné sur son fil rouge. Et vous le savez, à partir du moment où l'apprentissage devient une seconde nature, ça se fait tout seul et nous allons presque naturellement vers ce qui nous apporte notre enchantement. Comment ça va? Comment je me sens? Qui je suis? Vous pouvez déjà pratiquer simplement en observant ce petit fil rouge. Développer de la gratitude, se réjouir de ce qu'il y a, avant de se plaindre de ce qu'il n'y a pas. Si vous aviez ce matin commencé à nommer tout ce qui va bien et à vous en enchanter, vous ne seriez jamais arrivé à l'heure à la conférence. Qui, en se levant ce matin, a pensé à se dire « Waouh, mes genoux fonctionnent. Waouh, mes reins aussi, mon dos, mes épaules. » Je peux vous assurer que j'ai passé la semaine précédente au lit, cloué par une grippe dont je craignais qu'elle ne me permette pas de tenir la conférence. J'étais vraiment liquéfié. Moi qui ai une bonne forme physique, une bonne énergie, la plupart du temps, je n'ai pas l'habitude d'être malade. Et je mesurais, une fois de plus, quel luxe c'est que d'être en santé. Ne soyons pas distraits. Prenons du temps pour nous enchanter d'être en santé. Montez les escaliers 4 à 4. Le temps de prendre l'ascenseur viendra assez tôt. Gratitude, reconnaissance. Dites, apprendre à dire. Il n'y a rien qui va de soi. Il n'y a pas une casserole de soupe ou de potée qui arrive sur la table qui ne mérite un enchantement, un merci à la personne qui l'a préparé, qui a fait les achats, qui a pensé, qui a organisé, qui a pris dans son temps pour faire, mais également à tout ce qu'il y a derrière, le maraîcher, hein, les frigos, les transporteurs, les assurances qui payent les voitures. On n'est jamais tout seul quand on mange. Vous avez réalisé ça? Gratitude, dites ça à vos enfants. Attends, quand tu manges ton soupe, tu mesures tout ce qu'il y a là-dedans? Compte un peu les personnes. C'est la fête. Ne soyons pas distraits. Dites, nommez. Dites combien vous aimez l'autre. Vous savez qu'il y a encore des familles dans lesquelles on ne se dit pas qu'on s'aime. On ne se dit pas plusieurs fois par jour combien on tient à l'autre, combien la vie est merveilleuse dans cette compagnie, comme elle aurait été pénible et triste, ou en tout cas vide, sans cette présence, cette vibration. Il y a des familles où on ne se dit pas ça. Il y a des couples dans lesquels on ne se dit pas ça. On ne s'enchante pas d'être ensemble. On ne s'endort pas dans le ravissement d'être côte à côte. Mais quand allez-vous vivre ça, si ce n'est pas maintenant? Et qui va vivre ça, si ce n'est pas vous? Nous avons besoin de réinjecter de la joie dans ces choses qui risqueraient de devenir simplement quotidiennes. Contempler, s'émerveiller, ça paraît basique, et je vous parlais, c'est des clés simples. Et cependant, ceux qui parmi vous pratiquent ça savent quelle puissance il y a à commencer à entrer dans la gratitude, la reconnaissance, la contemplation. Quel alignement ça permet, parce que l'énergie est polarisée sur ce qui va bien, et ce qui va bien a cet effet bénéfique d'apporter d'autres choses qui vont bien. C'est un cercle vertueux. Alors que vous le savez, si vous ressassez tout ce qui ne va pas, vous allez avoir bien d'autres occasions de ressasser ce qui ne va pas. C'est un cercle vicieux à ce moment-là. Je ne vous parle pas d'un truc, je vous parle d'un état d'être, d'un processus, d'un cheminement intérieur, d'un alignement sur l'au-delà de l'immédiat. Il est d'accord? Développer de l'empathie, de la douceur, instaurer dans sa vie de la simplicité volontaire, selon le principe bien sûr évoqué par Pierre Rabhi, mais également un mouvement qui nous vient du Québec. En Belgique, il est assez bien fréquenté, des gens qui instaurent de la simplicité. Inutile d'avoir chacun 2 bagnoles. On en aura une pour 3 maisons et on se partage. Pas besoin d'avoir chacun 2 écrans plats. On va mettre un dans un garage pour les enfants qui vont avoir le plaisir de regarder ensemble. Et ainsi, on simplifie, on consomme moins et on va gagner du temps de qualité. Et la devise de la simplicité volontaire, c'est moins de biens, plus de liens. Si ça vous intéresse, tapez sur Internet Simplicité volontaire. Ce sont vraiment des familles, des gens qui se mettent ensemble pour simplifier la vie, sans partir au Larzac élever des moutons. Ce n'est pas ça l'idée. C'est au sein d'un cadre de vie tout à fait intégré. C'est ralentir et privilégier la qualité de lien. Voilà quelques éléments pour développer une immunité, pour conjurer le climat mortifère dans lequel nous sommes aujourd'hui. Observez simplement le nombre de personnes qui sont habillées en noir dans les rues. C'est juste intéressant.
Observez ça, c'est presque effrayant. Hein. Alors, dès le printemps revenu, sortez les roses, les jaunes, les fuchsias. Remettons un peu de vie là-dedans. Un deuxième niveau de recommandation pour nourrir une vie intérienne un peu plus profonde, qui demande un petit travail. J'aime évoquer cette notion-là, et certainement qu'elle sera familière à beaucoup d'entre vous. Pour moi, nous autres êtres humains, nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça gêne aux entournures. Cet espace physique est trop petit pour l'aspiration qui est en moi. Et je pense que cette notion touchera pratiquement tout le monde. Bien sûr, les personnes qui ont une vie religieuse, certainement celles qui ont une vie spirituelle, pas forcément religieuse, mais également, je pense, les personnes qui se diraient comme athées. Je pense que chacun de nous perçoit bien des besoins infinis d'amour, de tendresse, de douceur, de beauté, d'harmonie, et la difficulté à vivre cet infini. Alors, ce que je vous propose de voir, c'est que par moments, nous ressentons cette appartenance à quelque chose qui est bien au-delà de nous. Beaucoup d'entre nous me partagent ce genre de moments. C'est particulièrement dans la nature, mais ça peut être dans la musique, ou dans le chant, dans la danse, ou dans la création. Par exemple, dans la nature, à qui d'entre vous ne se sera pas arrivé d'arriver à un sommet de montagne magnifique devant des horizons qui bleuissent à l'infini et d'avoir tressailli de tout son être dans ce moment-là? Alors, est-ce que c'est juste l'intellect, le cerveau qui constate « tiens, c'est joli » Est-ce les émotions qui se gonflent un peu « waouh, je suis touché par tant de beauté » N'est-ce pas que, et avec ces niveaux-là, et surtout au-delà, tout notre être tressaille à l'intime en se reconnaissant, en se disant « c'est infini, cette vastitude et cette immensité, ça me parle de moi. Je ne suis pas là dans la nature, je suis de cette nature. Je porte en moi cette vastitude, j'y appartiens. Ce dont j'avais jusqu'à tout à l'heure la nostalgie est autour de moi. J'avais la nostalgie de l'immensité et au fond elle est là. J'y appartiens, je peux y contribuer. Je peux générer par mon attitude de l'immensité, de la vastitude, de la grandeur là où je vais. Je nous invite à être vigilants à ces moments où nous tressaillons avec beaucoup d'émotions fines à l'intime de nous, parce que ce sont des moments d'alignement sur ce qui est juste pour nous. Tout ce qui fait joie fait sens. Charlotte, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était arrivée avec ses tentatives suicidaires, m'évoquait ceci joliment en la première séance. Elle me dit « Je suis un trop petit passage pour la puissance de vie qui court en moi. » Et ça m'a touché parce que j'avais senti la même chose dans mon travail sur moi. J'avais l'impression d'être un énorme robinet, un énorme tuyau d'eau puissant, prêt pour alimenter des fontaines et des cascades et une ville entière. Et par une erreur du monteur ou de l'ingénieur, cet énorme pipeline, cet énorme tuyau avait été terminé par un tout petit robinet de radiateur. Un petit purgeur, vous voyez. Et je suis convaincu que parmi vous, il y a beaucoup d'êtres qui sentent une énorme capacité d'action, d'envie d'agir, de création, mais une grande difficulté à en faire usage. N'est-ce pas qu'il y a en nous une dimension d'infini qui a du mal à s'accommoder de la finitude? Nous avons donc besoin à la fois d'un travail d'intériorité pour aller voir comment on dévisse ce truc et comment on trouve la bonne pièce pour remettre au bon endroit un joyeux déversoir qui va alimenter effectivement les cascades et les fontaines de la ville et donner le meilleur de soi au service de tous. Ça demande effectivement un petit travail psychologique de compréhension de soi et ça demande aussi le fait de contempler cette puissance qui va au-delà de ce que nous pourrions faire en s'en réjouissant, en la nourrissant de poésie, de musique ou de beauté, de nature, de tendresse et de douceur. Si nous ne nourrissons pas consciemment la partie de nous qui est infinie, ou divine, vous la nommerez comme vous voulez, eh bien, tôt ou tard, nous entrons dans des mécanismes de frustration, puis d'amertume, qui invariablement se manifestent par de l'agressivité sur l'autre, qui m'empêche de vivre ce que je voudrais vivre. Personne ne peut m'empêcher de vivre ce que je voudrais vivre.
si ce n'est moi. Nous avons besoin de nourrir ces espaces. Bien sûr, la prière, la contemplation, la méditation, la fréquentation de la nature, mais la joie, l'amour, la tendresse, la création. Enfin, dernier petit point dans lequel je vous propose d'en nourrir une intériorité transformante, ça demande un peu de travail, mais c'est de développer un rapport pacifié avec le temps. Vous l'aurez sans doute perçu, il est rare que nous ayons un rapport paisible avec le temps. Là, souvent, nous sommes en guéguerre avec lui. Comment voulez-vous être en paix avec quoi que ce soit et dans un état d'enchantement si la condition de base de votre incarnation, qui est l'espace-temps, est déjà une clé de malentendu, de conflit, de tension? Prenons-nous le temps d'avoir un rapport paisible avec le temps. J'ai invité le temps, mesdames et messieurs. Viens là le temps. Assieds-toi. Tu es mon ami, tu es mon frère. Sans toi, je ne peux rien faire. Tu es mon associé, bien sûr. Je t'associe à mes projets. Je sais que c'est grâce à toi qu'à un moment, je peux avoir des salades dans mon potager, des pommes dans mon pommier et que mon vin mûrit dans la cave. Alors, j'ai rêvé d'amour et d'enfants et grâce à toi, j'ai ça. Alors, bien sûr, parfois, je me frictionne un peu avec toi. J'aimerais être partout à la fois, au-delà de toi. Mais je me doute bien que si tu es là, c'est que j'ai quelque chose à apprendre de cette contingence. Peut-être c'est de rester un être infini malgré la finitude. Est-ce que c'est ça notre rapport au temps? Discernant, conscient, pacifiant, renouvelé régulièrement? Est-ce que, faute même d'avoir considéré que nous avions peut-être besoin d'apprendre à pacifier le rapport au temps, est-ce que nous ne sommes pas dans un rapport qui se résume à ceci? Tu es mon ennemi, tu me ronges, tu me rouilles, tu me bouffes, tu me divises, tu me déchires, fous-moi le camp. Condition de base de notre existence. Nous ne ferons pas l'économie de notre rapport au temps. Alors le temps, ami ou ennemi? Est-ce que notre enchantement ne commencerait pas par prendre le temps de ralentir et de nous asseoir? J'observe simplement que dans l'accompagnement des personnes, celles qui réalisent qu'effectivement elles ont besoin d'accueillir cette dimension d'infini, et notamment le fait que le temps est à la fois quelque chose qui va au-delà de ce qu'elles peuvent envisager, et en même temps une contrainte, une limite, les personnes qui intègrent ça en disant « j'ai besoin de composer avec ça » se pacifient immanquablement. Certaines, en courant tout le temps, pensaient être folles, mais non, elles avaient juste du mal à accueillir la fibre infinie de leur être, et à lui consacrer un peu de temps. J'en termine. Que voulez-vous qu'il reste de votre vie? Comme le dit joliment Eckhart Tolle dans ses ouvrages, juste un petit trait entre deux dates. C'est peu, non? N'avez-vous pas envie qu'il reste de votre vie un sillage tintinabulant de joie, de bien-être, comme celui qu'il y a sur le passage des fées dans les dessins animés? Clochettes et étincelles. N'avez-vous pas envie de laisser une trace de sourire, d'amour, de bienveillance? Et de sentir que par où vous passez, c'est ça que vous laissez? Rappelez-vous Mandela, Václav Havel, Gandhi, bien sûr, s'ils ont pu avoir un impact sociopolitique aussi majeur, c'est qu'ils avaient une vie intérieure profonde qui leur a fait dépasser les querelles égotiques, le « je me moi » et le « tu te toi ». Ils ont servi le « nous » de tout leur être. Et je vous propose de vous laisser avec cette réflexion de Christiane Singer, qui est un auteur que certainement beaucoup d'entre vous auront beaucoup apprécié, et qui, j'ai eu la chance de rencontrer quelquefois, qui disait ceci: dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, il nous faudra à nous devenir source. Et c'est ce que je nous souhaite.